Alors, nous allons terminer par Lucille Viaud, qui nous vient de Bretagne et non pas de Provence, comme j'ai dit par erreur hier. Désolé. Comment peut-on confondre ces deux provinces? Et vous êtes artiste et vous avez d'abord obtenu un diplôme à l'École nationale des arts appliqués aux industries de l'ameublement, si je ne me trompe, c'est bien cela? Aux industries de l'ameublement. Non? J'ai mal lu? Peut-être. Ouais, bon. École nationale des arts. À l'école Boulle. Pardon? À l'école Boulle. À l'école Boulle, d'accord. Et vous êtes retourné en Bretagne. Vous avez rejoint en 2017 l'Institut des sciences chimiques de Rennes, où vous menez différents travaux de recherche au sein de l'équipe verre et céramique. Et vous découvrez donc ainsi les verres, qui ont l'air de vous passionner depuis lors, qui ne vous quittent plus. Vous créez en 2024 votre pôle de recherche et de production dédié au savoir verrier, au savoir-faire verrier. Alors vous allez nous parler de géoverrerie, c'est bien cela? Tout à fait. Oui. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Et vous présenterez également un peu de différents travaux réalisés par votre atelier. Voilà, nous vous laissons la parole encore 20 minutes et puis après ça on fera la table ronde. Merci. Merci beaucoup. Merci à Stéphanie pour l'invitation et merci à Laurent qui vient de me dégrossir une grosse partie du travail sur la couleur. Ça va nous aider largement à comprendre les images que je vais vous présenter. Donc effectivement, je vais vous parler de géoverrerie, une notion que vous connaissez certainement pas. Donc je vais tenter de vous expliquer la démarche que je mène à l'atelier. Et avant ça, démarrer peut-être par un bref retour sur mon parcours et comment j'en suis arrivée à travailler le verre, puisque c'est souvent la question qu'on me pose. Vous parler un petit peu de la notion de déchets, en fait, qui a été le point de départ lors de mon projet de diplôme à l'école Boulle sur cette recherche sur la géoverrerie. Et puis effectivement, après ça, en fonction du temps, je veux bien la cloche... en fonction du temps qui reste, vous présenter quelques projets que j'ai pu développer effectivement à l'atelier depuis 9 ans. Voilà, pour introduire avec cette citation de Gérard Bertolini qui m'a beaucoup guidée en fait, pendant mon projet de diplôme. Le déchet n'existe pas, il est une ressource dans l'attente d'un retour. Donc moi j'ai un cursus en design d'objets, je suis designer de formation et j'ai passé 4 ans à l'école Boulle, un peu en contradiction avec la formation qu'on m'a enseignée et une démarche en fait de création où on partait systématiquement du stylisme et du dessin de l'objet pour arriver ensuite à la conception en plaquant souvent sur des logiciels virtuels des matériaux en fonction des envies, sans trop se poser de questions sur d'une part la faisabilité de ces objets qu'on était en train de dessiner et d'autre part sur leur impact sur l'environnement, leur traçabilité, leur cycle de vie, etc. Et c'est en fait cette question, je me rends compte aujourd'hui, de la traçabilité qui m'a vraiment guidée depuis le début. Puisque j'ai un souci de comprendre d'où vient la matière et puis où est-ce qu'elle finira dans l'environnement ou pas, puisque le verre est un matériau assez extraordinaire pour sa capacité à être recyclé à l'infini. Donc je me suis intéressée dans le cadre de mon diplôme en fait, à la valorisation des coproduits de la filière halieutique en Bretagne, donc de la pêche et de l'aquaculture, et en particulier à la question des coquilles d'huîtres d'un gisement absolument énorme en Bretagne, de plus de 82 000 tonnes par an de coquilles qui sont générées par la filière et qui sont une ressource en attente de valorisation. En 2014-2015, donc je travaille sur un diplôme purement expérimental de recherche matériaux pour essayer de trouver de nouveaux matériaux à partir de ces coproduits marins, et je développe à cette époque-là les prémices de 2 matières, à gauche le plâtre de mer et à droite les tout débuts du verre marin glace à l'époque. Ceci est du verre.
Donc cette pièce, c'est une des pièces de mon diplôme qui en fait a déclenché toute la suite. À ce moment-là, je comprends que je peux substituer une partie des matières standards utilisées dans la fabrication du verre ou de la céramique, puisque je m'intéresse alors beaucoup aux deux matériaux qui sont extrêmement proches. Évidemment, on l'a pas mal compris ces deux derniers jours. Et je formule cette première recette de verre marin à partir de microalgues et de coquilles d'huîtres à l'époque. C'est là que je décide de me consacrer pleinement à cette recherche sur le verre marin. Et en 2015, grâce à un passage au CERFAV et un essai qui a pu être réalisé dans un four à essai de quelques kilos au CERFAV en Lorraine, j'ai pu en fait confirmer le fait que cet objet était bien du verre, simplement dans les conditions idéales de fusion et de production, qui m'a permis d'obtenir ces premiers résultats. Donc c'est la naissance du verre marin glace, et après quoi je décide de me consacrer pleinement à ce que va devenir la géoverrerie et à essayer de comprendre un peu mieux d'où sortait ce matériau, puisqu'à l'époque j'étais encore très ignorante sur ce matériau. C'était pas du tout ma formation de base, évidemment, donc j'ai encore beaucoup à apprendre. Vous l'avez dit, du coup en 2017 j'intègre le laboratoire verre et céramique en tant qu'artiste-chercheur en résidence, statut qui n'existe absolument pas au passage. Donc on le crée de toutes pièces grâce à la rencontre avec Ronan Le Boulanger que je vous présente à gauche, qui est chimiste du verre, que certains, beaucoup en fait, connaissent ici. Et Ronan, par son appétence pour l'art science, m'a tout de suite accueilli au sein du labo et a permis de conventionner un peu ma présence au sein de ce labo. Donc depuis 2017, j'y mène mes travaux sur la chimie du verre et la géoverrerie. Et puis l'autre rencontre décisive, ça a été avec Stéphane Rivoal à droite, qui est lui souffleur de verre et qui a été le premier, en tout cas, verrier un peu fou pour me permettre de mettre un verre jusqu'alors inconnu dans son four et prendre un risque assez important en termes de production, puisqu'il a dû arrêter sa production de verre transparent classique pour mettre le verre marin glace dans son four pour la première fois en 2017. Ce qui peut paraître anodin, mais qui était un vrai engagement, une vraie prise de risque. Donc voilà, en 2017 naît la première collection, la collection Pau en verre marin glace, qui a été le témoin de toute cette recherche depuis 3 ans et qui m'a permis de lancer l'activité sur le marché. Donc à ce moment-là, je crée la marque qui s'appelle Ostraco, qui dépend de mon atelier, qui est une marque d'objets pour la maison, dont je vous parlerai un peu plus tard. Et je construis de plus en plus, petit à petit, cette idée de la géoverrerie avec en tête cette idée que j'allais pouvoir dupliquer en fait cette démarche sur la valorisation des coproduits marins en Bretagne dans d'autres régions en pouvant comme ça petit à petit créer une palette de verre naturelle à partir à chaque fois de ressources locales considérées comme des coproduits, des déchets ou des matières délaissées. Et petit à petit recréer une palette de verre en région avec cette idée que le verre pourrait être capable de refléter les caractères naturels et humains de la région dont les matières premières qui le composent sont issues. Donc c'est finalement une reconnexion du verre à son paysage d'origine. On en a déjà pas mal parlé hier, avec cette idée de partir du paysage pour raconter le paysage à travers le verre obtenu. Et puis, tout ça autour de la symbolique de la vitrification qui m'intéresse énormément, puisque, vous le savez, le verre est un matériau de synthèse, on en a parlé, c'est le premier matériau de synthèse développé par l'homme. Donc il y a bien l'action de la main de l'homme sur une composition verrière qui va, pour moi, emprisonner aussi toute une mémoire, notamment de mémoire matérielle ou immatérielle d'un territoire, de tradition, de gastronomie, là on voit des photos d'un écomusée, on voit des danseurs folkloriques. Je considère que à travers cette pratique, le verre va capturer un peu tout ça et le révéler une fois qu'il existera. Il y a aussi tout un rapport au temps qui me paraît important peut-être de replacer aujourd'hui, puisque les matières qu'on utilise pour faire du verre nous dépassent largement, sont là depuis des millions d'années. Et voilà, c'est juste un petit focus pour se rappeler qu'une simple coquille d'escargot nous dépasse déjà largement. Toutes les coquilles sont des mémoires de l'environnement, elles sont très étudiées pour ça, ce sont des capteurs. Le sable, n'en parlons pas. En tout cas, on est en train de manipuler des matières qui ont un fort pouvoir
symbolique et qui, oui, effectivement, qui nous dépasse largement et qui nous replace en tant qu'humains sur notre échelle. Donc tout ça, finalement, c'est un retour à l'époque médiévale. On travaille d'une manière assez particulière à l'atelier. Là, je vous ai remis une petite gravure qui est extrêmement connue, mais qui nous rappelle effectivement qu'à l'origine, les verriers étaient tout à fait autonomes depuis la collecte des matières premières jusqu'à la formulation des verres, l'enfournement, le façonnage et puis le contrôle qualité, le recyclage du verre. On se posait un peu moins ces questions-là et la boucle était rapidement bouclée. Mais on a déjà pas mal abordé cette question-là hier sur l'histoire notamment de la région. Là, je vais vous présenter quelques verres développés les uns après les autres. On pourra y revenir, ça va défiler un petit peu. Pardon. Donc le verre marin glace dont je vous ai déjà parlé, qui était le premier verre à partir de microalgues et de coquilles d'huîtres à l'époque, puis de coquilles d'ormeaux un peu plus tard. Le verre des abers que j'ai développé dans le Finistère en 2016 à partir d'une matière que m'a confiée l'écomusée de Plouguerneau sur le pain de soude, qui est donc une soude de Goémon, très connue dans l'histoire du verre. Le verre de Rouergue, qui est un verre que j'ai développé dans l'Aveyron à partir d'un sable du Lot, de cendres de bois de chauffage et de coquilles d'escargot. Donc là, à chaque fois, vous allez voir des images qui mettent en diptyque le paysage et le verre obtenu. Producteur d'escargots avec qui j'ai travaillé sur la valorisation de ces coquilles. Le verre des îles du Ponant, un peu plus récent, avec un sable d'excavation qui provenait de travaux sur l'île d'Édic, des filtres de plongée et des cendres de fumaison de poissons des conserveries des îles Dieu et de Groix. Bertrand Tarkowski, qui est le plongeur qui m'a confié ces filtres. Le verre de la Charente et va suivre le verre de la Rance, qui sont deux verres que j'ai développés en parallèle autour de la problématique de l'envasement de ces estuaires. Donc là, c'est des verres à partir de vases. Le verre de la Charente qui est noir, opaque, alors effectivement transparent quand on le prend en couche très fine, extrêmement proche de l'obsidienne. Donc j'ai eu quelques réponses juste avant sur les raisons de ce noir, j'imagine. Le verre de la Rance qui est complètement différent, malgré tout avec une matière première qui semble être la même, sur un verre qui est pour le coup lui assez transparent et quasiment comme le verre marin glace. Voilà, et une petite image qui reprend effectivement la palette de verres que j'ai pu développer depuis 9 ans. Donc on voit que la palette tourne évidemment autour de la coloration du fer, qui est l'élément le plus présent dans toutes les matières que je vais utiliser, qui est considéré comme une impureté. Donc évidemment, je fais un non-travail de la couleur, c'est-à-dire que c'est à chaque fois le paysage qui va parler et les impuretés qui sont présentes dans les matières premières que j'utilise qui vont se révéler à la fusion et donner à chaque fois le caractère du verre que j'obtiens. Ce qui nous permet d'avoir un avantage assez énorme à l'atelier de pouvoir recycler intégralement le verre, les chutes de production, les morts de canne, etc., les pièces qui ne passent pas le contrôle qualité, et donc de pouvoir sortir 100% du verre produit en 100% de pièces qui sortent de l'atelier façonné. Comment je travaille aujourd'hui? Donc la méthode est toujours un peu la même si les verres prennent des formes différentes. Ça démarre toujours par un travail de terrain, où je vais à la rencontre en fait des acteurs du territoire. Donc là c'est extrêmement vaste, je peux jamais prédire en fait à l'avance qui je vais pouvoir rencontrer. L'idée c'est de brasser un maximum de disciplines, donc ça va être des historiens, des musées, des artisans, des entreprises locales, les collectivités, les associations. Bref, pour comprendre vraiment le territoire dans lequel je vais m'inscrire et puis par la même occasion dresser une cartographie des coproduits disponibles sur ce territoire à partir desquels je vais pouvoir formuler une recette de verre. Donc ensuite démarre le travail de laboratoire où là je vais pouvoir élaborer la chimie vraiment du verre et la formule petit à petit, donc avec des essais de fusion que je peux réaliser en petite quantité pour tester mes recettes petit à petit. Et puis augmenter progressivement d'échelle en passant sur des fours de plus en plus gros jusqu'au passage en production quand tous les feux sont au vert, c'est-à-dire que
je fais en sorte de développer des compositions qui ne changent rien au process verrier artisanal. Donc je m'impose un certain nombre de contraintes. D'abord la température de fusion, où je m'interdis de fusionner au-delà de 1400 degrés. Donc si la composition ne me permet pas d'avoir un verre de qualité, je passe à autre chose. Et puis ensuite, certaines contraintes de viscosité, évidemment, pour que ça puisse se travailler correctement à chaud, même si on a une certaine souplesse de ce côté-là. Et enfin, un recuit tolérable entre 500 et 600 degrés pour... bon, on ne monte pas jusqu'à 600, mais entre 500 et 580 degrés pour les verres les plus durs. Là encore, dans un souci de conserver les techniques et les process habituels et dans un souci d'économie d'énergie. Une fois que tout ça est en place, on passe à la préparation des compositions. Donc c'est le travail finalement le plus long et le plus fastidieux, puisque là il n'y a rien de tel qu'une bonne masse et d'être très énervé pour pouvoir concasser déjà les matières de base. Il y en a des plus ou moins faciles. Quand je pars de sable d'excavation, je suis assez contente parce que j'ai pas à le concasser. Mais sur des gros blocs de vase extrêmement secs, là, il y a beaucoup de travail de préparation. Donc l'objectif, c'est de parvenir à la poudre la plus fine possible. Ça, on n'en a pas parlé dans les précédentes présentations, mais en tout cas, nous, c'est un élément sur lequel on travaille beaucoup, d'avoir une composition, un mélange vitrifiable le plus fin possible pour aider à la fusion et par là même économiser en énergie. Donc beaucoup d'huile de coude pour un peu moins de propane. En gros, donc vous voyez à droite la composition prête à être enfournée. Et puis ensuite, c'est tout à fait classique, enfournement à la pelle dans des fours à pot, puisque moi de mon côté, je ne peux pas travailler avec des fours à bassin, puisque je vais changer constamment de recette de verre. Donc c'est des fours qui sont avec des pots interchangeables. Chaque verre a son creuset. Qu'on va pouvoir réutiliser à chaque fois jusqu'à ce qu'il le puisse. Et une fois que le verre est fusionné, on fait de la frite de verre pour le stocker, puis ensuite on refond à façon dans différents formats de four en fonction des productions qui sont en cours à l'atelier, du plus petit de 5 kg au plus gros de 100 kg. Et ensuite, à partir des verres développés, on a toute une pratique artisanale qui va des techniques les plus classiques du soufflage à la canne, soufflage au chalumeau, la pâte de verre, le fusing, jusqu'à des techniques un peu plus spécifiques comme le tissage de verre ou la céramisation que j'ai développée. Un petit focus sur le lieu, du coup, j'en ai parlé, Jean, depuis 1 an maintenant. Je développe un projet de création d'un pôle artisanal de recherche et de production qui est dédié à la géoverrerie. Donc je vous ai mis un petit avant-après depuis 1 an. D'une ancienne porcherie, une ancienne friche agricole que je réhabilite depuis 1 an. Là, on est vraiment dans le dur, même si les gros travaux sont terminés. Qui se situe sur la commune d'Évrans, dans les Côtes-d'Armor, au bord du Linon et au bord du canal de la Rance. Donc on s'inscrit dans la vallée de la Rance, c'est aussi pour ça que ce verre de la Rance était important. Avec au sein de ce pôle un certain nombre d'ateliers. Vous êtes les bienvenus pour ceux qui voudront éventuellement visiter, dans une quête d'autonomie. Dans une quête d'autonomie au niveau de la production. Donc il y a notamment, je suis en train de monter mon propre laboratoire dans le lieu, la halle de verre et céramique évidemment, un atelier bois, un atelier métal pour tout ce qui est de l'ordre du bâti et de la construction des fours, une salle de mélange et de composition, un atelier textile et un espace showroom. Désolé, pas de souci, je meuble. On décompte, on arrête. Il reste combien de temps? Ça va? Pour 8 minutes. 8 minutes, ok. Alors, une ancienne friche agricole, oui, je vous l'ai dit. Donc, l'idée, c'est aussi de s'engager pour la réhabilitation des friches agricoles dans les Côtes-d'Armor. On a beaucoup parlé de friches hier. Là, on est dans le présent. Là, il y a des friches
agricole en quantité astronomique, beaucoup en Bretagne, beaucoup d'anciennes porcheries, et il y a un gros sujet de comment réhabiliter ces bâtiments qui sont en train de tous s'écrouler. À l'heure où les artisans ne savent pas où s'installer, où on nous conseille de nous mettre en zone artisanale, qui pour moi en tout cas n'a absolument aucun sens. Et dans un contexte de l'objectif zéro artificialisation, voilà, l'idée c'était aussi de pouvoir montrer qu'on pouvait monter un projet culturel dans un lieu comme celui-ci. Je vous épargne tous les aspects administratifs, c'est pas simple, mais en tout cas j'ai réussi à peu près pour l'instant à mener le projet, et on inaugurera au printemps si tout va bien. Vous êtes tous les bienvenus. Et donc ce lieu, c'est un peu la poursuite de cette démarche sur la géoverrie. Je vous ai expliqué un petit peu comment je travaillais sur la formulation des verres, et c'est aussi d'aller plus loin dans l'engagement autour de la production artisanale verrière, avec tout un tas d'axes qu'on va mettre en place au niveau du bâtiment. Donc j'ai repris ici les plus importants sur notamment la récupération d'eau de pluie pour tout ce qui est travail à froid du verre, puisqu'il y a beaucoup d'ateliers artisanaux qui tournent encore à l'eau potable, ce qui n'est pas forcément très logique. La phytoépuration aussi sur le site, donc ça implique d'avoir une maîtrise totale des entrants dans les ateliers et de supprimer toute une partie des productions qui sont trop polluantes. Donc là, il y a zéro compromis possible, notamment sur tout ce qui est argenture, qui est absolument proscrit à l'atelier. Une réhabilitation qui est évidemment axée sur le réemploi. Là, vous voyez, pas très bien, mais c'est pas grave, l'ancienne toiture que nous avons bien sûr désamiantée nous-mêmes, que l'on a entièrement recyclée, décloutée, poncée pour construire et aménager tous les espaces à l'intérieur. L'utilisation de matériaux biosourcés aussi sur des isolations en chaux-chanvre à l'intérieur des espaces. Un gros travail aussi sur les fours. Alors là, vraiment paraître un microbe à côté de tout ce qu'on vient de voir. Mais c'est pas grave, je vous montre quand même ce four œuf qu'on a développé en 2022 dans le cadre du projet sur les îles du Ponant, qui est un four expérimental pour tester une technique d'isolation donc issue de l'éco-construction, qui est celle du chaud-chambre, et améliorer l'isolation au maximum du four en le considérant un petit peu comme une maison, en se disant que on peut déjà agir sur sa carcasse et l'isoler au maximum pour économiser en énergie. Et donc avec ce four, on a obtenu d'excellents résultats et jusqu'à 30% d'économie d'énergie sur une semaine de production en atelier. Donc ça, c'est un exemple. Et puis en dehors de ça, Stéphane Rivoal, avec qui que je vous ai présenté au début, qui est souffleur de verre, a aussi toute la compétence de construction des fours. On les fait en interne sur le lieu. On a fait ce choix, grâce au savoir-faire de Stéphane, de multiplier en fait les outils de production à l'atelier. On a une quinzaine de fours aujourd'hui dans la halle pour adapter à chaque production l'échelle de four, le volume du four utilisé. Donc, par exemple, pas faire tourner un four de 100 kg pour faire une commande en gobeletterie, qui paraît complètement absurde, mais on peut le faire parce que notre atelier est monté comme ça, mais on comprend que ce ne soit pas toujours évident. Donc c'est pour ça qu'on a autant de fours dans le lieu. Et donc ça va avec une saisonnalité de la production, avec deux aspects. En fait, essayer Enfin, il y a deux choses, puisque les verres ont leur propre saisonnalité. En fonction des ressources que je vais utiliser, ils ne vont pas être disponibles tout le temps. Donc ça, c'est la première chose à faire comprendre à la clientèle. Et ensuite, privilégier en fait le travail au gaz l'hiver en récupérant les flux de chaleur pour chauffer la partie accueil, bureau et laboratoire du lieu, et la production électrique, pâte de verre, fusing, etc. L'été pour utiliser l'énergie solaire. Là, on a travaillé avec les centrales villageoises qui ont installé une micro-usine solaire sur le toit qui nous permet de produire autant d'électricité qu'on en consomme. Donc c'est une belle victoire. J'ai encore combien de temps ? 3 minutes. Oh là là. Donc les projets vont de l'art de la table à l'architecture, avec d'abord la marque Ostraco que j'ai créée du coup en 2016, qui est une marque pour la maison destinée aux particuliers. Donc là, c'est Clémence Berrier, avec qui je travaille, qui gère toute la marque. Ah, ouais, décidément.
Voilà, je peux pas. J'ai pas d'image, je ne peux pas. Il n'y a pas de port HDMI sur ce PC-là. Non. C'est pas décompté, hein. Oui, on décompte. Je ne sais pas ce qu'il me fait là. On est presque en arrêt de jeu. De l'art de la table aussi sur mesure pour des chefs engagés. Là, c'est un exemple d'un projet pour le chef Rollinger à Cancale. Donc, on a parlé du contenant et du contenu pas mal aujourd'hui. Là, c'était tout un travail autour de l'ormeau et du producteur Sylvain Huchette, avec qui on travaille tous les deux, lui pour le manger et moi au niveau de la formulation de ce verre. Donc, l'idée, c'était de raconter ce que fait Sylvain à travers un plat que Hugo Rollinger a créé pour ce bol en verre marin glace. Des vitraux en verre de Rouergue pour la chambre. Bon, là, j'ai pas du tout le temps de vous expliquer ça, ça va être beaucoup trop long. Un autre projet de verrière, là, cette fois en pâte de verre pour le musée de Denis Puech à Rodez, en verre de Rouergue. C'était un travail sur les étoiles. Un projet pour la maison quartier de Vitrine, où là, on a travaillé ensemble à la condition qu'on recycle intégralement toutes les vitrines. Donc, c'était un gros défi. Et ils ont accepté, donc on a produit un certain nombre de vitrines pour une collection de haute joaillerie et elles ont toutes été recyclées pour faire des objets de décoration qui sont ensuite retournés dans les boutiques quartier une fois les vitrines retournées. Non, ça j'ai pas le temps. D'autres vitraux en verre de la Rance pour une maison d'hôte à Dinan.